Si tu cherches la meilleure des zones pour investir en Thaïlande, je vais te faire gagner du temps tout de suite. Elle n'existe pas. Et si quelqu'un te dit l'inverse, soit il ne sait pas de quoi il parle, soit il a quelque chose à te vendre. La Thaïlande, c'est pas qu'un pays, c'est plusieurs marchés différents avec des règles, avec des risques et des réalités qui n'ont rien à voir. Ce qui est parfait pour un investisseur à Bangkok, ça peut être une catastrophe à Phuket. Ce qui fonctionne à Pattaya peut être totalement incohérent à Chiang Mai. Dans cette vidéo, on va donc regarder les grandes zones de Thaïlande une par une, avec certaines îles, et pas pour dire laquelle est la meilleure, mais pour comprendre pour qui ça a du sens et pour qui ça n'en a pas du tout. Si tu veux investir intelligemment ici, reste jusqu'au bout. On va commencer par la capitale, Bangkok, parce que Bangkok, c'est souvent le réflexe logique. Capitale, grande ville, économie solide. Donc, dans la tête de beaucoup de gens, c'est là que le risque est le moins grand. Et c'est pas totalement faux, hein. Bangkok, c'est le marché le plus profond de Thaïlande, le plus liquide aussi. Tu as des Thaïs, des expatriés, des étudiants, des cadres, des gens qui louent parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter, beaucoup de touristes. Donc oui, louer à Bangkok, ce n'est pas compliqué. Là où les gens se plantent, c'est sur le rendement par contre. Beaucoup arrivent avec des chiffres en tête qu'ils ont vus sur Internet ou pire sur des plaquettes commerciales. Mais la réalité, c'est que Bangkok, ce n'est pas la ville du cash flow fou. C'est une ville de sécurité relative. Pas de promesses miracles. Et il y a un piège énorme ici, la suroffre des appartements. Des tours partout, des projets sur plan à la chaîne, beaucoup de studios, des rendements théoriques magnifiques. Sur le papier, parce que sur le terrain, un condo mal placé à Bangkok, c'est un condo qui dort. Bangkok, c'est très simple au fond. Un bon emplacement, ça se loue. Un mauvais emplacement, ça se loue pas. À Bangkok, tu n'achètes pas un bien, tu achètes une adresse. Donc, Bangkok, ça a du sens si tu penses long terme, tu privilégies la revente, tu veux de la liquidité et tu acceptes un rendement plus sage. Si tu cherches des sensations fortes, ce n'est pas ici que ça se passe. Et justement, on va changer totalement d'ambiance avec la prochaine zone, je te parle de Chiang Mai. C'est souvent le contre-pied total de Bangkok. Là-bas, les gens ne viennent pas chercher la performance, ils viennent chercher un équilibre. Moins de bruit, moins de stress, moins de pression, beaucoup de digital nomades, des expatriés posés, des gens qui veulent vivre correctement sans brûler leur argent. Et ça se ressent directement sur l'immobilier. À Chiang Mai, les loyers sont plus bas, mais la stabilité est souvent meilleure. Moins de turnover, moins de vacances locatives, des locataires qui restent. Sur le papier, ça rassure. Là où il faut être honnête, c'est sur la revente. Chiang Mai, ce n'est pas un marché nerveux. Ce n'est même pas un marché spéculatif. Tu n'achètes pas là-bas en te disant « je revends vite avec une belle plus-value ». Tu achètes parce que ça fait sens dans la durée, dans le temps. Autre point que beaucoup oublient, la saisonnalité. Certaines périodes sont très fortes, d'autres beaucoup plus calmes. Et ça, il faut l'assumer. Chiang Mai, c'est un bon choix si tu es patient. Ça a du sens si tu privilégies la qualité de vie, que tu veux un investissement qui est tranquille, si tu n'es pas pressé de revendre et si tu acceptes des rendements beaucoup plus modestes. Si tu veux du rythme, du mouvement, du cash flow nerveux, on va devoir aller ailleurs. Mais juste avant, gardons en tête que Chiang Mai, c'est une des villes les plus polluées du monde pendant 2 à 3 mois par an. Parlons maintenant de Pattaya, c'est sûrement la zone la plus jugée de Thaïlande, si pas du monde. Avant même de parler d'immobilier, les gens ont déjà un avis, une image, un cliché et souvent aucune connaissance du terrain. Pourtant, d'un point de vue purement immobilier, Pattaya est impossible à ignorer. Pourquoi? Parce que la demande locative est réelle, elle n'est pas théorique, elle n'est pas saisonnière uniquement, elle est réelle. Des courts séjours, des moyens séjours, des longs séjours, des touristes, des expats, des résidents à l'année, ça bouge tout le temps. Et forcément, quand ça bouge, le cash flow devient possible. Là où beaucoup se plantent, c'est qu'ils pensent que Pattaya, c'est une seule ville. Et c'est faux. Pattaya, c'est des micro-zones très différentes. Pattaya, Pratamnak, Jomtien, Wangamat, il y a plein des quartiers. Et une autre vérité à dire, Pattaya ne pardonne pas les mauvais choix. Un bien mal placé ici, ce n'est pas un peu moins rentable, c'est un bien qui ne se loue pas du tout. Et ça, c'est une réalité. À Pattaya, soit tu gagnes bien, soit tu te plantes vite. Et puis, il y a l'hypocrisie aussi. Beaucoup critiquent Pattaya, mais cherchent exactement ce que Pattaya offre. De la liquidité, du rendement, du mouvement. Pattaya, ce n'est pas une ville à défendre, c'est une ville à comprendre. Donc Pattaya, ça a du sens si tu cherches du cash flow, tu acceptes l'image, tu prends le temps de choisir la zone et tu sais que tout se joue sur le placement. Si tu veux quelque chose de plus
Carte postale, on va maintenant parler de Phuket. Phuket, c'est souvent le fantasme absolu. La mer, les plages, les villas, les couchers de soleil. Beaucoup arrivent à Phuket avec des étoiles dans les yeux et des calculs de rendement très optimistes. Le problème, ce n'est pas Phuket. Le problème, c'est ce qu'on projette dessus. Phuket, c'est un marché cher, très cher comparé au reste de la Thaïlande. C'est un peu le petit Monaco finalement. Et plus le prix d'entrée est élevé, plus la moindre erreur coûte cher. À Phuket, la location est ultra saisonnière, très fort en haute saison, très calme en basse saison, ce qui veut dire une chose simple, si ton business plan repose uniquement sur des mois parfaits, tu vas souffrir. Autre point souvent sous-estimé, c'est la gestion. À Phuket, tout est plus complexe. Il y a plus de prestataires, il y a plus d'intermédiaires, il y a plus de frais cachés et plus tu es loin, plus ça devient délicat. À Phuket, le rêve est beau, mais la réalité, c'est cher. Très cher, si je dois te le rappeler. Phuket, ça a du sens si tu as un budget solide, si tu acceptes une forte saisonnalité, si tu es structuré ou tu veux aussi un usage personnel. Mais si tu cherches de la simplicité, ce n'est pas le bon endroit. Et justement, il existe d'autres zones encore plus émotionnelles, mais souvent moins rationnelles. Je vais t'en parler. Je vais te parler de Krabi, je vais te parler de certaines îles, même autour de Krabi, parce que oui, tu arrives, tu regardes autour de toi et tu dis « Waouh, c'est ici que je veux investir ». Mais le problème, c'est que l'émotion est rarement une bonne conseillère en immobilier. Ces zones sont magnifiques, mais les marchés sont petits, très petits. Il y a peu de biens, il y a peu d'acheteurs, il y a peu de locataires à l'année. Et quand le marché est étroit, la liquidité, elle disparaît. Tu peux très bien louer puis attendre longtemps. Très longtemps pour revendre. Une autre réalité, la gestion à distance sur une île. Tout est plus lent, plus cher, plus compliqué. Alors Krabi et les îles, ça a du sens si tu assumes un projet très personnel, si tu n'as pas de pression de rendement, si tu vois l'investissement comme un plaisir finalement, plus que comme une performance. Si tu cherches un modèle rationnel, ce n'est clairement pas à Phuket ou dans les alentours que ça va se passer. Il y a Koh Samui aussi, c'est souvent le compromis entre Phuket et une île un peu plus calme. Villa sur mer, clientèle internationale, budget élevé, très élevé. Et là-bas, à Koh Samui, l'immobilier vise surtout une clientèle haut de gamme. Les loyers peuvent être très très bons sur certaines périodes, mais la saisonnalité est forte et la gestion peut vite devenir assez lourde si tu n'es pas sur place. Et autre point à ne pas sous-estimer quand même, l'accès à l'île. Quand l'avion se vide, la demande aussi. Et à Koh Samui, le rendement il existe, mais il n'est jamais automatique. Koh Samui, ça a du sens si tu vises du haut de gamme, si tu as un budget très confortable, si tu acceptes une forte saisonnalité et si tu es bien entouré localement. Mais souviens-toi, c'est une île et tout coûte plus cher sur une île. Et enfin, il y a Hua Hin. C'est une Thaïlande plus discrète, moins touriste, moins de bruit, moins de résidents, beaucoup de taille aisée, des expatriés installés, des retraités également, beaucoup de retraités. On ne va pas à Hua Hin pour chercher des rendements explosifs, on y va pour chercher de la stabilité. Location longue durée, loyer raisonnable, peu de vacances, mais aussi peu de surprises. La revente peut être lente, mais le marché, il est quand même cohérent. Hua Hin ne fait pas rêver, mais c'est quand même une ville qui rassure. Hua Hin, ça a du sens si tu privilégies la sécurité, tu vises la location longue durée, si tu es patient et si tu veux un investissement tranquille. Alors, en conclusion, la vérité, c'est que la meilleure zone, c'est celle qui te correspond, qui correspond à ton budget, à ton objectif, à ton horizon de temps et à ton rapport au risque. Copier quelqu'un d'autre, c'est le moyen le plus rapide de se tromper. Parce qu'en Thaïlande, plus qu'ailleurs d'ailleurs, un bon investissement, ce n'est pas un bien rentable. C'est un bien que tu comprends. Si tu veux investir intelligemment ici en Thaïlande, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, ça donne un peu de force à la chaîne et prends le temps de réfléchir avant de signer. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, j'y répondrai. Si tu veux que je traite un sujet, je le ferai avec plaisir. Salut!